monde! Bonjour! On est de retour, vous nous reconnaissez? Un peu caché derrière nos masques, mais c'est toujours nous, hein. On est toujours on est là. toujours les mêmes. On est toujours là. Bienvenue dans Café Série. Et cette fois-ci, on commence notre nouvelle saison. Différemment, mais c'est notre nouvelle saison. Et c'est le numéro 40 Ouais. de Café Série. On a décidé cette fois-ci de faire un épisode. On va être un peu confinés chacun de notre côté. D'ailleurs, vous allez voir dans l'émission, en fait, on a fait 2 top 3 parce que voilà. Parce qu'on est fous comme ça. On n'était pas confinés ensemble, c'est pour ça en fait. Hein. Donc voilà, on était chacun. Donc on continue à être chacun de notre côté et on fait chacun notre top 3. Ouais, c'est voilà, ça. Ouais, on est comme top ça 3. nous. On a tellement de choses à dire depuis la dernière fois qu'on s'est vu, en fait. Ouais. C'est ça. En fait, hein, on n'a donc, pas dit qu'on faisait 2h30 d'émission. c'est ça. Bon, donc on a l'antenne, on la garde, hein, de toute façon. Voilà, maintenant on prend le studio en otage, c'est parti. Donc j'espère que vous êtes chaud pour toute une pelletée de nouvelles séries à voir, à rattraper, à revoir. Il y en aura pour tous les goûts. Il y a pas mal de trucs SF fantastiques dans le lot quand même. Un petit peu, ouais, quand même. Voilà. J'espère que vous avez le cœur bien accroché pour la série du mois parce que ça dégouline de glauques, de je sais pas, de trucs chelous. Sanguinolent. C'est sanguinolent. Voilà. Beau programme, n'est-ce pas, pour une rentrée? Eh bien, si vous êtes prêts, Café Série, donc numéro 40, c'est parti. Et donc, on commence direct par un top 3. Pas de news, hein, parce que... il y en avait trop et pas assez en même temps. En fait, c'est ça. Maintenant, avec le Covid, il y a beaucoup de séries dont les tournages ont été soit arrêtés, soit décalés. Ouais. Du coup, c'est un peu lent, en fait. Il y a beaucoup de plateformes qui lancent de chaînes qui lancent leur plateforme et en fait, ils rediffusent des vieux trucs dessus. Voilà. Bon, c'est compliqué pour tout le monde en même temps. C'est ça, un peu une pandémie mondiale. On n'avait pas vous faire une liste des séries retardées et tout ça, donc on a décidé de passer direct au top 3, et donc 2 top 3. C'est ça. Et du coup, Kevin, à toi l'honneur. Alors c'est un petit top 3, un peu estival, un peu, comme on disait tout à l'heure, on s'est pas vu depuis le confinement, quoi, donc il fallait parler de plein de choses. Du coup, moi, pendant le confinement, en fait, j'en ai profité pour soit regarder des vieux trucs, revoir des vieux trucs, comme si on fait The Office, par exemple, ou Battlestar Galactica, c'est sympa. Ça, okay, pas mal. Et j'en ai également profité pour voir certaines séries dont on m'a beaucoup parlé, auxquelles j'avais pas encore eu l'occasion de regarder. Donc cette première série rentre là-dedans, il s'agit du... c'est le Bureau des légendes, effectivement. Le Bureau des légendes qui a une saison diffusée cette année, donc c'est pas une série ancienne, hein. Donc le Bureau des légendes, c'est une série Canal+, vous pouvez le lire. C'est une série qui a été créée par Éric Rochant. Éric Rochant, c'est d'abord un cinéaste. Il avait notamment fait le film, j'ai noté, Les Patriotes, qui est sur les services secrets israéliens, le Mossad. Et pour Canal+, il avait également bossé pour la télévision, pour la série Mafiosa. Oui, c'est un nom connu de... Oui, Mafiosa, j'ai vu, oui. J'avais vu quelques bouts, Mafiosa, ouais. Donc le Bureau des légendes comprend 5 saisons. Donc comme je le disais, la 5e saison a été diffusée cette année. Donc de quoi que ça parle? Donc ça se situe au sein de la DGSE. La DGSE, c'est la Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Donc c'est un service de renseignement qui s'occupe de tout ce qui se passe à l'extérieur de la France. D'accord. Par rapport à, par exemple, la DGSI qui s'occupe de tout ce qui se passe à l'intérieur. Oui. Un peu comme les Britanniques, ils ont le MI5 et le MI6. Oui, c'est l'équivalent chez nous, en fait. Donc au sein de ce service de renseignement, il existe une division qui s'appelle le Bureau des légendes. Le Bureau des légendes, ils s'occupent de ce qu'ils appellent les clandestins. Donc ce sont des agents français qui sont infiltrés sous couverture à l'extérieur du pays, dans des endroits sensibles. Okay. Voilà. Et ce qu'ils appellent une légende, en fait, c'est l'identité qu'ils vont créer à quelqu'un. Et l'identité est très poussée. C'est pas juste tu changes ton nom et ton prénom. C'est un background, tu as tout derrière. Tu as un background complet. C'est carrément une autre personnalité avec laquelle tu vas devoir vivre parfois plusieurs années. Parce que tu peux être infiltré assez longtemps. Ta mission peut durer assez longtemps. Et donc l'histoire commence où il y a donc un de ces clandestins qui est surnommé Malotru, donc ils ont tous un nom de code, donc qui est incarné par Mathieu Kassovitz. Donc son vrai nom, alors il faut suivre un peu parce qu'il y a beaucoup de noms de couverture et de noms de code. Donc lui, son vrai nom, c'est Guillaume de Bailly. Il était infiltré sous le nom de Paul Lefebvre. Il était infiltré en Syrie où il jouait il était un professeur de français à Damas. Et il vient de rentrer de 6 ans de mission à Paris. Donc tout à l'heure, quand je disais qu'il fallait que la légende était vraiment poussée très très loin, c'est que lui, par exemple, pour pouvoir être prof de français à Damas, il a carrément dû passer la grecque de lettres. D'accord, ok, oui. Donc ça va très très loin. Et encore, il y en a d'autres qui ont dû faire des thèses, par exemple, pour vraiment être dans le personnage. Si on te pose une question, il faut que tu sois crédible en fait. Ok, d'accord.
Donc c'est vraiment des gens qui sont vraiment dédiés à... Oui, ça veut dire qu'ils se préparent vachement à l'avance. Ouais, c'est carrément une deuxième peau, en fait, une deuxième vie, ok. parce que tu vas vivre avec ce Ok. personnage pendant plusieurs années. Donc lui, il était en mission en série, donc il revient après 6 ans. Il a un petit peu du mal à se refaire à ses nouvelles vies, parce qu'évidemment, il était dans cette identité de Paul Lefebvre, il était dans la peau d'une autre personne, en fait, pendant 6 ans, donc il faut qu'il retrouve sa propre vie. Il a par exemple une fille avec qui il doit un petit peu recréer les liens. Ouais, tu m'étonnes. Et pendant sa mission, il est par exemple tombé amoureux de quelqu'un. Évidemment. Donc, tu as droit d'avoir des relations, en fait. Parce qu'ils savent que tu es un être humain et que tu peux pas vivre renfermé pendant... Oui, puis c'est louche en plus. C'est louche, effectivement, pendant plusieurs années. Donc, tu as le droit d'avoir des relations, mais il y a comme certaines règles. Si par exemple demain, on te dit ta mission est finie, tu rentres, tu rentres. Ouais. Ça doit pas se Peu passer comme importe si ça. c'est l'amour de ta vie, tu rentres. Ouais. Si demain on te dit la personne que tu fréquentes, c'est désormais une cible, on a besoin de connaître quelque chose qu'elle sait, il faut que tu fasses ta mission. Okay. Mais c'est à toi après de prendre la décision de suivre la relation par rapport à tout ça. D'accord. On dit toujours la personne sur le terrain, c'est elle qui sait le mieux. Donc c'est pas quelqu'un à Paris qui va décider pour toi, c'est toi qui décides. Mais une fois que ta décision est prise, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Ouais. Donc je vois tout ce que ça peut créer comme ça type peut de créer scénario. plein de scénarios intéressants. Donc on va suivre du coup le personnage de Mathieu Kassovitz qui lui revient à Paris. On va suivre également l'entraînement de celle-ci, qui est Marina Lozo, qui du coup elle a rejoint le bureau des légendes et s'entraîne du coup à être sur couverture pour une mission qui arrive. Du coup on va également voir tout leur entraînement. D'accord, c'est intéressant ça. C'est vachement intéressant. Et ça c'est dans la saison 5 que tu vois ça? Ça c'est la saison 1. Ça c'est le 1. C'est le début de la série ça. C'est le début de la série, ok. Ça, la série démarre comme ça, donc il se passe bien plein de choses. Donc, je ne vais pas vous raconter. Mais globalement, ça a essayé un petit peu de coller à l'actualité internationale de ces 5 dernières années. Oui, donc c'est une série hyper actuelle. C'est hyper actuel. Donc, par exemple, j'ai parlé de la Syrie, donc il y a la guerre en Syrie, il y a Daesh qui est abordé, il y a évidemment tout ce qui se passe avec les déstabilisations de la Russie à travers le monde, il y a l'espionnage, tout ce qui est hacking, du coup, qui arrive au cours de la série, qui est un peu du coup l'espionnage moderne actuel. Donc, ça parle de plein de choses, c'est très documenté, c'est très fouillé. Ça reste une série, donc c'est toujours un peu romancé. Mais il y a toujours une recherche de la crédibilité, en fait. Cool. Et ce qui rend le truc vraiment passionnant, parce que des fois, tu les vois faire des trucs chiants. Ils cherchent, par exemple, ils cherchaient quelqu'un qui a posé une bombe. Donc, ils doivent écouter, ils doivent suivre tous les téléphones portables qui ont borné un endroit pour pouvoir trouver une personne. Donc, tu as un mec qui va passer ses journées à regarder tout un tas de schémas, de voir tous les suivis des téléphones portables pendant un mois sur une ville. Tu le vois comme ça, c'est chiant. Tu te mets à sa place, c'est chiant. Mais c'est essentiel, en fait, à l'intrigue derrière. Donc, du coup, ils arrivent quand même à créer une tension à travers des trucs banals et chiants, en fait. Et ce qui sort vraiment la série, pour moi, vraiment sort des autres séries d'espionnage qui sont forcément... Bon, après, on connaît les séries américaines. On a, par exemple, Homeland, qui essaie de faire un truc un petit peu plus réaliste, mais malgré tout, ça reste hollywoodien. Où tu avais des bombes qui explosaient, où tu avais des trucs comme ça. C'est les Américains. Là, c'est un peu plus crédible et du coup, ça rend la chose passionnante. Tous les personnages sont géniaux. Une petite galerie de personnages, par exemple, ici. Ils sont tous intéressants. Ça te montre un peu tout ce que fait les renseignements français, parce c'est parfois un peu difficile à suivre parce qu'il y a beaucoup d'acronymes. Donc la DGSE, la DGSI, il y a 50 000 services qui interviennent. Par exemple, il y a un truc qui se passe en Syrie, il faut qu'ils aillent voir les gens du bureau Syrie qui s'occupent de ça. Tu as un truc qui se passe en Irak, ils vont voir les gens du bureau Irak. D'accord. Donc tu as beaucoup d'intervenants. Et un truc que j'aime beaucoup, moi, c'est que c'est une série avec des gens qui sont professionnels, c'est des gens qui connaissent leur métier. Du coup, c'est assez kiffant de voir des gens qui sont bons. Qui sont super bons. Qui sont super bons dans ce qu'ils font. C'est des as du renseignement. C'est des as du renseignement, ouais. D'accord. Mais tout en restant humain, en fait, derrière. C'est vachement bien. Il y a donc, j'ai dit 5 saisons que j'ai dévorées très très vite. Donc, c'est des saisons de 10 épisodes. Mais c'est passionnant. Je vais mettre un petit bémol peut-être sur la dernière saison, qui est peut-être... la dernière saison, en fait, est la dernière saison du créateur de la série, Eric Rochant, qui a quitté la série après la saison 5. Donc, il y a une sorte de fin. On ne sait pas encore s'il y a une saison 6. Il y a des rumeurs qu'on qu'il pourrait y avoir une saison 6 qui serait un peu peut-être un simili reboot. Et à vrai dire, avec l'actualité internationale et avec le monde de l'espionnage, tu peux faire en fait... tu peux raconter un milliard d'histoires en fait. Ouais, c'est sûr. Pas forcément obligé de garder ces personnages-là en fait. C'est aussi une série dont on parle pas beaucoup, mais qui a été aussi très récompensée, qui a de très bonnes critiques presse et spectateurs. Enfin, spectateurs et même des critiques internationales. Je sais que les Américains ont beaucoup aimé Le Bureau des légendes. Je crois qu'ils préparent même un remake. C'est dire.
Et oui, c'est dire, c'est comme un signe de reconnaissance quand Mm. on fait un remake de ta série. Et je crois qu'Eric Rochant même va bosser pour une coprode américaine, je crois, encore dans Ah, une d'accord. série sur le monde de l'espionnage. Ok. Ah ouais, donc... Donc moi, gros coup de cœur de ces derniers mois là. Je suis très bon. content de l'avoir Donc rattrapé. sur Canal, bon, bah, c'est Sur Canal+, facilement ouais, rattrapable, voilà. hein. Si Ça vous c'est avez cool. MyCanal, il y a tout Ouais, l'intégral ouais, dessus, donc c'est cool ça. bincher ça. Parfait. Ça, quand même. Bah, je vais passer à mon top, comme ça on On va va alterner, alterner. ouais. Ça, tu te reposes ta voix. Alors, de mon côté, bah, dans mon top, j'ai choisi à peu près une série par mois d'été. Parce que bon, j'en ai vu plus qu'une, hein, vous pouvez imaginer. Et donc, je commence par la série Upload, donc de Amazon Prime, qui est sortie en mai. C'est une série dont peu de gens ont parlé. Et en fait, je ne voyais pas vraiment de quoi ça peut parler. En fait, c'est une série qui se passe en 2033. C'est une espèce de dystopie dans laquelle on va suivre un personnage qui s'appelle Nathan, qui va mourir dès le début du premier épisode et qui va être donc uploadé dans une espèce de paradis virtuel. Donc en gros, les gens, quand ils sont sur le point de mourir, ils ont un choix. Soit ils meurent normalement, naturellement, soit on télécharge tout ce qu'ils sont dans une espèce de clé USB d'ordinateur Ouais. et on les upload dans ce paradis virtuel. D'accord. Dans lequel ils vont pouvoir continuer à évoluer et en plus à rester en contact avec les vivants. Donc il y a tout un truc derrière. Ah d'accord, ok. Quand ils sont, alors donc quand ce pauvre Nathan arrive, en fait, lui, il est jeune, qui ressemble à ça, je vais vous montrer. Voilà, il est jeune, il a un accident de la route, ce qui est bizarre parce qu'en fait, en 2033, les voitures conduisent seules, ce sont des voitures autonomes, et sa voiture se crache. Ce qui est pas du tout normal, hein. Donc ce qui est pas possible en fait, à vrai dire. Et donc toute sa conscience se retrouve transférée dans une espèce d'hôtel de luxe qui s'appelle Lakeview, que seuls les riches peuvent s'offrir, et dans lequel en fait il peut à peu près faire tout ce qu'il veut en demandant, c'est pas Alexa là, c'est son ange, ils ont chacun un ange qui s'occupe de lui et qui peut lui fournir tout ce qu'il veut, donc virtuellement. Donc par exemple, le matin, il se lève, il regarde par la fenêtre, il peut choisir il swipe et il peut choisir la saison. Donc il peut aller se balader sous la neige ou aller bronzer à la plage comme il veut. Et donc ils occupent leur journée. Il a envie de jouer au golf, il dit j'ai envie de jouer au golf, il a des golfs qui lui apparaissent dans la main. Il a envie de nager, on lui met un lac avec son maillot. Enfin voilà, tout est à portée de main, ça a l'air génial. Seulement voilà, il y a un petit mais. Nous sommes dans un monde où l'argent est roi. Et donc les options sont payantes. Ah, d'accord. Ça, c'est génial. C'est en fait des achats in-game, hein. C'est carrément ça. Donc, tu peux avoir le club de golf de base. Si tu veux un truc qui fonctionne, il va falloir payer. Et qui paye le vivant qui reste. Et en fait, c'est ton vivant qui est responsable de toi. Et là où ça devient carrément bizarre, c'est que Nathan, avant de mourir, il est en couple avec une Ingrid, qui ressemble à une espèce de poupée Barbie, mais qui est vraiment faite pour ça, enfin, qui est caractérisée comme ça, hein. Et on n'a pas vraiment l'impression que c'est le grand amour de son côté. Et du coup, il est obligé de rester avec elle pour l'éternité, car il lui est redevable. Car c'est elle qui va lui fournir, s'il est dans un hôtel, s'il veut boire les trucs qu'il y a dans le minibar, quand il n'y a plus de crédit, il n'y a plus de crédit. C'est elle qui va lui remettre des crédits, en fait. Et là, tout ça se complique quand, en fait, il va rencontrer cette personne qui est son ange, qui s'appelle Nora, et qui, elle, en fait, grâce à tous ses outils informatiques, va pouvoir se transposer virtuellement auprès de Nathan et lui tenir compagnie. Et là, ils commencent à discuter, et puis petit à petit, va naître une petite romance. Et là, évidemment, c'est interdit de tomber amoureux d'un upload, on appelle ça des uploads, parce qu'ils ne sont pas vraiment réels, et elle va briser les règles de son travail en allant passer du temps avec lui en dehors de son temps de travail, etc. Et puis il y a forcément conflits d'intérêts. Donc c'est absolument... Il y a des idées très très cocasses, c'est vachement bien trouvé. C'est bourré de références à la pop culture. C'est... Enfin, il y a des trucs fun comme par exemple un enfant. Bon, à la base, c'est pas drôle. Un enfant qui est mort,
J'avoue que... Mais en fait, du coup, il grandit dans sa tête, donc il vieillit. Il fait du Skype, enfin du Zoom, des Zooms, je crois. Du Zoom avec ses parents. Ses parents refusent de lui updater son avatar en plus grand. Alors que lui, dans sa tête, il a 19 ans. Il reste un gamin de 10 ans et du coup, il commence à parler comme un adulte, à demander des coups à boire et à être assez vulgaire envers les filles, par exemple. Et du coup, c'est en complet décalage avec son apparence. Et il passe son temps à se battre avec des PNJ qui sont partout en mode Street Fighter. Donc lui, il a programmé son truc. Dès que quelqu'un arrive, il fait des kamehameha, des trucs comme ça. Enfin, c'est vrai que quand on aime la pop culture, les jeux vidéo, enfin voilà, à un moment donné, il y a les serveurs qui bug et tous les mecs, au lieu d'être normaux, ils deviennent en Minecraft. Donc il y a un gros bug qui doit... Il y a pas mal de choses assez sympas. Donc c'est 10 épisodes sur Amazon Prime. C'est vraiment une série détente. Faut pas chercher la grosse critique. C'est vraiment léger. C'est léger, fun. Et la petite histoire d'amour qui va bien à la fin. Voilà. Enfin, qui suit son cours. Ouais, j'aime bien. C'est pas Black Mirror, hein. Ça aurait pu commencer comme un épisode Black Mirror et mal tourné. Non, là, on reste quand même... Ça m'a fait un peu penser à The Good Place aussi. Ouais, c'est plus dans l'esprit The Good Place, oui, effectivement. Mais c'est fun, franchement, je vous conseille. Il y a une saison, tu as dit? Il y a une saison pour l'instant et peut-être une suite. D'accord, c'est cool. Donc, ouais. Voilà. À toi, alors, que nous proposes-tu? Alors, moi, je vais être un petit peu moins léger. Un peu plus dark. Un petit peu plus dark pour la prochaine série. Vas-y, hop. Je vais parler de la série Perry Mason, qui a fini d'être diffusée sur OCS, qui est une série HBO. Bon, j'ai quand même une petite série nouvelle. Hein, c'était en juin, hein. C'était en juin. C'est la série la plus récente que j'ai vue là, ces derniers mois. Donc Perry Mason, à la base, Perry Mason, c'est une série de romans qui avait déjà été adaptée à la télévision, en téléfilm et en série. Ouais. Avec un personnage de Raymond Burr. Moi, c'était cette version que j'avais vue quand j'étais gamin. Alors, je suis peut-être un peu vieux aussi, alors, je pense que tout le monde n'a peut-être pas vu cette version. Mais moi, je me rappelle à la télévision. Si, parce qu'après, il y a eu le retour de Perry Mason, vers 87. Donc déjà, c'est mieux. C'est ça. C'est mieux. J'avais vu ça, c'est peut-être ça que j'ai vu. Mais je avec la barbe. Du coup, il avait la barbe quand il est revenu. Peut-être qu'il a été plus vieux, mais c'était ça que j'avais vu. Du coup, la nouvelle série, c'est pas du tout ça. Donc voilà, c'est ça. Donc c'est une mini-série pour l'instant, il y a une saison, sûrement une saison 2 qui arrive. Elle a été produite par la Team Downey. La Team Downey, c'est Suzanne et Robert Downey Jr. en fait qui produisent la série. Cool. C'est plutôt pas mal. Dans le rôle principal, peut-être reconnu comme ça, c'est Matthew Rhys de la série The Americans, un acteur que j'adore. Il y a également dedans Tatiana Maslany, que j'adore, qui est génial également. Et cette personne aussi que j'aime beaucoup, qui s'appelle Shea Whigham, que vous l'avez sûrement vu dans tout un tas de films et de séries dans des seconds rôles et qui est toujours impeccable. Du coup, l'histoire cette fois-ci, donc c'est une version un peu plus dark quand même du personnage de Perry Mason. Ah oui. On va remettre ultra ça. Dark. Et surtout, ça se présente sous la forme d'une origin story. Donc en fait, ça se situe à Los Angeles en 1932. Et en fait, Perry Mason, c'est un vétéran de la Première Guerre mondiale, donc qui est en plein syndrome de stress post-traumatique. Donc il picole, il est dépressif. Il est divorcé également, il a des relations conflictuelles avec son ex-femme, à qui ils ont un fils, je crois, qui ne voit pas, en fait. Il a des problèmes avec ça. Et il travaille en tant que détective privé. Donc il faut savoir que Perry Mason, à la base, c'est un avocat. C'est un avocat à la défense. De la défense, ouais. C'est pas un procureur, c'est un avocat à la défense. Là, il démarre en tant que détective privé. En plus, c'est pas un détective privé haut de gamme, hein. C'est un peu, comme on dit dans le jargon, un détective fouille-merde. Des bas-fonds. Vraiment des bas-fonds. Ouais. C'est-à-dire, c'est le mec qui prend des photos d'adultère et tout ça, parce que les gens ont besoin de virer un comédien, par exemple, et des trucs du genre. On peut pas dire qu'il soit très reluisant ce qui se fait. En revanche, il va se retrouver impliqué dans un crime sordide, et par sordide, je rigole pas, c'est-à-dire c'est un kidnapping d'enfants qui dérape complètement et qui finit en meurtre en fait, contre le cadavre de l'enfant. Donc c'est une histoire très très dark. C'est glauque en fait. Même. C'est très très glauque. Très très glauque. Donc en fait tout est un peu glauque dans cette série et parfois un peu too much. C'est-à-dire je trouve qu'ils ont beaucoup insisté un peu sur le côté vraiment dépressif du personnage de Perry Mason. Il est vraiment, il est au fond du trou. Oui, tu le vois tout le temps boire. Il est tout le temps au bout du rouleau, il est tout le temps au fond du trou. Et Los Angeles aussi, c'est Los Angeles un peu dégueulasse des années 30. Même s'il y a un peu le glamour, tu vois qu'il y a un petit le glamour hollywoodien, mais tu vois qu'il est que de surface et que derrière c'est quand même bien dégueulasse tout ce qui se passe. Ouais. Pareil, il y a la pauvreté, il y a la misère, c'est vraiment vraiment pas beau à voir.
C'est superbement bien filmé. C'est filmé par Tim Van Patten. Alors le nom, vous l'avez peut-être déjà vu dans des génériques de séries HBO, parce que ce mec a dû travailler, je pense, sur toutes les séries HBO qui ont existé. Ouais. J'en ai noté 4 là. Il a bossé sur Rome, sur Game of Thrones, sur The Wire et sur Les Sopranos. Voilà, c'est pas des petites séries. Ouais. Il a bossé sur Boardwalk Empire également. Ah oui. C'est monsieur. Et ça ressemble un peu à la façon de filmer. Ça ressemble énormément à Boardwalk Empire. C'est très très sombre et tout. J'ai quand même beaucoup aimé, en fait, parce que j'aime bien cette histoire. Même je lisais beaucoup de romans de ce genre. C'est ce qu'on appelle un peu le détective, je sais pas comment dire. Le noir. Ouais, noir, hard-boiled, un peu en anglais. En anglais, c'est le mec qui picole et tout. Il a quand même un sens de la répartie assez développé, etc. D'ailleurs, quand on regarde la série et quand on voit un peu les réparties de ce personnage, il faut, j'aurais peut-être pas dû mieux introduire le truc, il faut savoir que donc j'ai dit que c'était Robert Downey Jr. En fait, qui avait produit, et en fait à l'origine c'était lui qui devait jouer Perry Mason en fait. Et quand tu vois la série et tu vois un petit peu les vannes du personnage, tu imagines complètement Robert Downey en fait faire ça. Bon, un peu à Tony Stark en fait, quasiment, tu vois, le mec un peu détaché, un peu cynique, tu vois, qui va balancer les vannes, mais qui au fond il a quand même un cœur et qui veut quand même aider les gens en fait. Oui, parce qu'au niveau du crime, quand même, il s'implique pas mal. Il est vraiment, voilà, et ça, il va voir la famille. Il est vraiment, comme tu dis, il est vraiment il est aux côtés impliqué. de la famille, il est pas juste dans l'enquête. Voilà, c'est pas, même si c'est un petit détective, il va s'impliquer dans l'enquête. Il va quand même essayer de découvrir la vérité. Donc l'enquête m'a plu, même si on est un petit peu dans les enquêtes à tiroir, c'est-à-dire chaque épisode on découvre un indice qui mène à un indice, qui mène à une conspiration, etc. Donc on est un peu dans les codes de ce genre de truc. Ça prend pas beaucoup de risques non plus. Mais j'ai quand même trouvé ça assez plaisant à suivre. Donc pour qui aime les histoires de détectives, les histoires des films noirs, globalement, qui aime les séries plutôt bien réalisées et qui aime les bons acteurs, parce que tout le monde est bon. C'est un casting vraiment haute classe. J'ai juste cité Matthew Rhys, Tatiana Maslany et Shea Whigham, mais il y en a encore plein d'autres. Il y a Robert Patrick, notamment, dedans. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. Tout est bien, c'est en 8 petits épisodes, donc c'est des épisodes d'1 heure, certains font 1h05 ou 1h10 je crois. Des grands épisodes. Des grands épisodes, mais ça se suit quand même très très bien. Ça s'enchaîne pas par contre, hein. Tu peux pas enchaîner. Non, j'ai eu des mal. C'est tellement dark comme tu dis que ça s'enchaîne pas du tout. C'est sordide comme déjà ça commence par le meurtre d'un gamin, donc forcément ça te donne le ton dès le début et surtout ça te cache rien, t'as des scènes très choquantes. Ça aurait pu adoucir un peu, je trouve. Mais ils ont un peu trop forcé le ton, je trouve, pour vraiment faire noir c'est noir en fait. Bah, c'est comme dans True Detective un peu quoi. C'est un peu comme dans True Detective. Oui, c'est un peu dans ce genre-là. Mais l'enquête est très plaisante à suivre et j'ai quand même passé un bon moment dessus. Ok, donc c'est sur OCS. C'est sur OCS, tout à fait. Alors moi de mon côté, j'ai vu, Umbrella Academy saison 2, sorti en juillet, le 31 juillet, donc j'ai regardé ça sur le mois d'août. On est reparti pour une saison 2, alors une saison 2 assez similaire en fait à la première. On a pris les recettes qui ont marché et on les a réappliquées sur la deuxième saison, en corrigeant quelques défauts, notamment un des défauts de la saison 1 était que les épisodes étaient trop longs, il y avait beaucoup de longueur. Ah oui. On l'avait dit ça ici, et en fait là, sur les 10 épisodes, ils sont plus courts. On est passé quasiment d'1 heure à 50 minutes déjà. Ah, ça change beaucoup. Ça change beaucoup de choses. Par contre, on part sur un pitch quasi similaire. C'est-à-dire que donc les frères et sœurs de la Umbrella Academy vont devoir empêcher l'apocalypse. Quoi ? Ils l'ont déjà fait en saison 1 et puis ils vont le refaire en saison 2. Alors pour ceux qui, sans dévoiler vraiment la fin de la saison 1, si vous voulez découvrir, à la fin il y a quand même il y a un saut dans le temps, donc on est obligé de dire ça. Même parce que je suis obligée, mais je dis pas pourquoi, je suis obligée sinon je peux pas raconter. Parce que la deuxième saison se passe dans les années 60, donc comment vous m'expliquez ça sinon je ne sais pas. Je peux pas vous dire autrement. Et donc en fait c'est le personnage de Five qui va être énormément mis en lumière dans cette saison. Ça tombe bien, c'est le meilleur. Donc c'est le gamin, en costume décollé qui est en fait âgé mais coincé dans le corps d'un gamin. Donc c'est un peu ça, il y a vraiment des choses qui se recroisent dans les séries choisies ce soir. Et donc là on le voit, il a atterri en 1963 juste après l'assassinat de Kennedy, donc en novembre, et c'est l'apocalypse, c'est la fin du monde, l'URSS bombarde les États-Unis, enfin il n'y a rien qui se passe comme il faudrait, enfin comme en tout cas ça s'est passé, donc oui,
Et ça finit par apocalypse nucléaire. Et donc, il va essayer d'empêcher ça en retournant un peu plus dans le passé. Donc, il est déjà dans les années en 1963. Il va ressauter dans le temps au début des années 60. Et essayer de retrouver ses frères et sœurs qui ont été disséminés au même endroit, mais pas en même temps. Vous me suivez là ? Oui. Je vous ai déjà perdu, c'est bon. Donc, en fait, ils sont tous à des moments différents. Et il va falloir qu'il les retrouve. Ce qui fait qu'en fait, la moitié de la saison 2... on va suivre chaque personnage dans ce qu'il est devenu dans le passé. Donc, sa nouvelle vie, sa nouvelle identité, qui va fréquenter, comment ils vont être. Et en fait, ils sont totalement différents des personnages qu'on connaît dans le présent. Et c'est là que ça pose un problème, c'est que du coup, on aime quand même les séries où il y a des groupes quand ils sont ensemble. C'est toujours la même chose. Quand les gens sont séparés, ça marche plus ou moins bien selon le perso. Donc, il y a des storylines qui sont super bien. D'autres qui sont très légères. Je penserai à la storyline de Klaus sur le Flower Power dans les années 60. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est quelque chose d'assez fou. D'accord. Et il y a des sujets très, très, très bien exploités, notamment le racisme des États-Unis dans les années 60. Ça te rappelle quelque chose, ça? On va y arriver tout à l'heure, ça. On y reviendra. Vous savez que dans Umbrella Academy, il y a un personnage noir, donc Allison, ici. Donc elle va se retrouver projetée dans les années 60 à Dallas. Et il fait pas bon être noir dans les années 60 à Dallas. Donc et ce sujet-là est extrêmement bien traité, d'autant plus que elle et son entourage s'engagent pour la lutte dans la lutte pour les droits civiques. Donc là, on est en plein dans Martin Luther King. On y est. Et bien sûr, le mythe de Dallas. Je vous en dis pas plus parce que ça a été abordé plein de fois et puis ils ont trouvé un traitement différent. Donc bref, le début assez mitigé, sauf sur certaines storylines. La fin explosive et assez folle avec un nouveau personnage complètement barré et très très réussi. Donc je dirais que c'était plutôt pas mal, assez facile à enchaîner les épisodes, plutôt style détente aussi, très très fun, très pop. Ça contrebalance un petit peu avec Perry Mason. Oui, c'est ça, il faut un peu alterner. On n'a pas fait exprès, mais c'est vraiment ça. Donc voilà, une bonne série et c'est toujours dispo sur Netflix. Donc saison 1 et saison 2. Ok, j'y retourne du coup. Voilà, je pense que ça te plaira. Ça vaut pas le coup. Ok. Voilà, ensuite, on va rester un peu encore dans la légèreté. Hein, on a Kevin, il a décidé de plomber l'ambiance ce soir, c'est terrible. Non, ça va être légère. C'est avant, peut-être après, ça sera un peu plus lourd. Ah oui, c'est vrai que ça. Ouais. C'est plus légère. Plus léger. Alors, on vous en parlait la série du Mandalorian, parce que figurez-vous, on n'avait pas encore parlé, donc après c'est arrivé. C'est vrai qu'on n'avait pas parlé quand ça a été diffusé aux US, on attendait un peu. On attendait que ça soit diffusé en France. Ça soit diffusé en France, entre-temps il y a eu une pandémie, du coup on n'a pas pu en parler. Et comme la saison 2 débute fin octobre, je me dis c'est l'occasion quand même d'en parler et d'échanger avec vous là-dessus. Donc je pense que vous êtes quand même la plupart à l'avoir vu, mais on va quand même refaire un petit tour. Vous êtes tous abonnés à Disney+, c'est incroyable. Vous avez beaucoup de cousins américains aussi qui vous ont envoyé les VHS, comme on disait. Bizarre ça, c'est... Donc la série, comme on l'a dit, est disponible sur Disney+. Il y a une saison de 8 épisodes et la saison 2 donc, débute, comme je dis, fin octobre. C'est une série Star Wars, je ne l'ai pas précisé, mais je le dis quand même. C'est une série Star Wars qui a été produite par ce monsieur Jon Favreau, réalisateur des 2 premiers Iron Man et également acteur d'Iron Man. Ah oui, c'est vrai, il était, oui. Et ouais. Et Geek dans l'éternel, qui produit et qui a créé la série, qui l'a coproduit avec, je n'ai pas noté le nom, mais Dave Filoni. Dave Filoni, le nom vous parle peut-être, c'est le créateur de la série Clone Wars, de la série animée. Donc c'est un vrai fan, un vrai connaisseur de Star Wars, globalement. Ça va quand même se refléter dans la série, ça également. Donc pour situer l'histoire, ça se déroule quelques années après le retour du Jedi, donc après la chute de l'Empire. Et on va suivre un chasseur de primes, qui est donc le Mandalorian, sur un même Mando, c'est ça. Classe. Donc on va suivre les aventures, la chute de l'Empire. Pour les rares qui ne l'auraient pas encore vu, je vais pas vous spoiler quand même, parce que j'avoue que beaucoup de gens ont spoilé la série avant que je l'ai vu, ça m'a un peu agacé. Moi je l'ai pas vu, du coup voilà, je te raconte. J'assume. Alors attends, parce que tu vas me dire, parce que la critique que j'ai entendue, c'est le scénario tient sur un timbre-poste.
Un post-it? Ouais, non, c'est un peu dur quand même, parce que c'est un peu dur. C'est un peu dur? Je trouve ça un peu dur, parce que quand même, l'histoire est quand même plaisante. D'accord. Je trouve quand même que l'histoire est plaisante, l'histoire se suit bien. L'histoire se suit bien même si tu n'as pas vu Star Wars globalement. Enfin, même si tu ne sais pas ce que c'est qu'un Mandalorian. Oui, oui, parce qu'il y a quand même des Voilà, gens qui savent pas. voilà, je vais pas non plus vous expliquer ce qu'est un Mandalorian parce que sinon on y est encore ce soir. Hein. Je peux parler longtemps de Star Wars, hein, je vais quand même vous épargner ça. Mais grosso modo, pour toi, les Mandalorians, on en a vu un, c'est Boba Fett. On a vu, Oui, donc. moi je sais qui c'est. Ok, mais donc Jango Fett. Ça va. Voilà, il y a une grande partie de la mythologie mandalorienne qui est développée dans la série Clone Wars notamment. Mais malgré tout, t'es pas obligé d'avoir vu ce Clone Wars pour comprendre la série. Je trouve qu'ils ont quand même réussi à garder une certaine accessibilité. Parce tout que vraiment, il y a beaucoup de saisons de Clone Wars. Il y en a 6 ou 7, je crois, plus. Après, ils ont fait d'autres séries qui découlent. Il y a Star Wars Rebels notamment qui est très bien. D'autres séries autour de ça. Mais globalement, ça peut... Ma copine, quand même, ne connaissait pas, mais ça avait quand même un assez bon point d'entrée, je trouve, dans l'univers. Ça fonctionne assez bien. Si tu as vu la trilogie, c'est vraiment... si tu as vu la trilogie, tu peux... On est complètement dans les codes de la trilogie originale. Si tu as vu l'épisode qui se passe sur Tatooine, tu ne seras pas perdu. C'est la même chose. Même si tu n'as pas vu autre chose, tu ne seras pas perdu là-dessus. Du coup, je trouve que la série est assez accessible vis-à-vis de ça. Moi, je trouve le vrai tour de force de la série, c'est que dans le personnage du Mandalorian, on ne voit quasiment pas son visage. Donc je vous montre quand même sa tête parce qu'en dessous, c'est... Mais quand même, on le connaît en plus. C'est Pedro Pascal qui le joue. C'est dans Game of Thrones. Exactement, qui joue Oberyn Martell dans Game of Thrones. Acteur que j'aime énormément. Et donc pour moi, le vrai tour de force de la série, c'est qu'on ne voit quasiment pas son visage. Et malgré tout, il arrive, et lui, il arrive à créer un vrai attachement au personnage principal. Et surtout, il arrive à faire passer des émotions avec rien, en fait. Il a un casque. Il a un casque, mais il arrive à jouer et à faire passer énormément d'émotions à travers rien. C'est bien. Et je trouve que c'était vraiment très très fort. J'avoue que quand j'ai fini la série, j'avais un avis assez mitigé. Dans le sens où j'ai trouvé la série très plaisante à regarder. Quand même, j'ai quand même passé un bon moment. C'est fun, c'est du Star Wars, c'était plutôt bien fait. Mais je trouvais que ça ne fallait pas un peu tout le tapage qu'on avait fait. Je pense que si ça aurait pas, il n'y aurait pas eu la marque Star Wars dessus. Et aussi le pognon de Disney derrière, parce que quand même les effets spéciaux sont quand même super bien. On voit quand même qu'il y a les moyens d'un long métrage derrière. Je pense qu'il n'y aurait pas eu le tampon Star Wars, on aurait peut-être moins parlé de la série. D'accord. Mais pourtant, j'ai vu la bande-annonce de la saison 1 qui est sortie il y a quelques jours. Et j'ai eu instantanément eu l'envie de voir la suite. La hype, quoi. Tu vois le truc direct, j'étais hypé. Et direct, je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais énormément ce personnage-là. Et je m'en suis pas rendu compte avant de voir le trailer. J'ai aimé suivre ses aventures. Donc évidemment, les aventures, c'est un chasseur de primes. Donc quand tu dis le scénario, bon, ils ne cassent pas trois pattes à un canard, hein, comme on dit. Mais ça se suit quand même vachement bien. Tu t'attaches beaucoup au personnage. La qualité du personnage est vachement bien. C'est un petit montage là-dessus. Il y a des têtes il y a des têtes connues. Hein. Il y en a le Rodroid, on l'a vu dans un des Star Wars. À droite, vous avez peut-être reconnu Carl Weathers, qui était le Apollo Creed de la série Rocky, qui est également dans Predator. Pas l'utilise. Les personnages sont très attachants. Je n'ai pas cité tout le monde, donc à part Pedro Pascal et Carl Weathers, il y a Nick Nolte. Les costumes sont quand même superbes là, je vois. Il y a quand même quelques dollars à l'écran, on va pas se cacher. Hein. Mais du coup, je pense que c'est quand même nécessaire quand tu fais une série Star Wars, tu es habitué. C'est sûr. Quand tu as un label qualité quand même. Il y a un label qualité derrière, hein, ça c'est certain. Il y a Nick Nolte, il y a Gina Carano, il y a la quatrième, on la voit. Et Baby Yoda, ben oui. Ouais, Baby Yoda, je voulais pas spoiler Baby Yoda. Je me suis fait spoiler Baby Yoda. Mais tout le monde le sait, attends, il y a le merchandising, il a devancé C'est incroyable, tout le monde. Tout le monde parlait de Baby Yoda avant que la série soit diffusée, ça m'a un peu agacé, je vais être honnête, parce que moi je le savais pas pour Baby Yoda. Eh oui, mais si, effectivement, bon. Faut vendre des peluches. Ouais, il faut vendre des peluches. Je trouve qu'on en fait un peu. Bon, il est mignon, mais je trouve qu'on en fait un peu trop. On en fait un peu des caisses dessus. Le personnage est sympa, il est mignon, il est sympa. On est un peu, voilà, dans la mignonnerie Disney des derniers Star Wars, tu vois. C'est ça. Même dans le 9, il y a le. Ah oui, les bestioles. Les petites bestioles, c'est mignon, c'est sympa, ça fait des jolies figurines, ça fait des belles peluches derrière. Ah, mais parce qu'ils n'ont pas vendu les Jar Jar Binks, alors ils essayent de faire mieux, ils s'entraînent. Voilà, je suis plus intéressé par un peu toute la mythologie qui, je pense, va être développée dans la saison 2. Hein, si on croit la bande-annonce, ça va être développé dans la saison 2, donc je suis plus intéressé à ça. Après, c'est un bébé, hein, j'ai envie de dire, mais... Voilà. Après, bon, qui dit Star Wars dit aussi beaucoup de références. Qui dit chasseur de primes dit également beaucoup de références. Il y a beaucoup de références au western. Ah oui, au western spaghetti, cool, ça. bien entendu. Également aux fibres de sabre japonais. Également de la série Baby Cart, qui raconte l'histoire d'un samouraï et d'un bébé.
Ah, ok. Un bébé, c'est un enfant, tu vois, mais bon, Ouais, on voit ok, quand même ok. l'histoire. Ouais. Picard, c'est un manga également, je vous conseille, qui est vachement bien. Le truc que je voulais parler, qui je trouvais vachement bien, ce sont le générique de la série. Les génériques de la série, en fait, à chaque fois, ce sont les artworks de l'épisode que tu viens de Oh, voir. ça c'est bon ça. C'est magnifique. J'espère qu'ils vont les Ils vont sortir sortir en en... bouquin, c'est Bah, obligé. j'espère parce Bah, que je vais attends. les acheter directement, tellement c'est beau. Le geek a besoin d'acheter du J'ai- artwork, c'est j'ai- sûr. C'est la première fois Donc que je vois c'est beau ça ça. dans une série, C'est en une fait, super dans une bonne série idée. de Ben ouais, fantastique, de SF, et c'est une idée ouais, carrément. géniale. Avec le thème principal aussi qui est très réussi. Alors forcément, c'est pas John Williams, mais c'est quand même assez bien trouvé. Et je trouve les génériques vachement bien. Du coup, quand j'en parle, je trouve finalement que je suis plus enthousiaste que la vie que j'avais quand Ouais. j'avais vu. Finalement, c'est pas terrible, mais en fait, c'est bien. Non, c'est pas mal. Je suis assez hypé par la saison 2, globalement. Mais je pense quand même que il n'y aurait pas eu le tampon Star Wars, on en aurait moins fait un fois. Bon, Mais en gros, t'es sur le coup et en octobre, on compte sur toi pour parler de la il y a saison des 2. chances que je parle de la suite Ah, mais après. tu le dis devant les gens là. Tu sais Je m'engage Bah, tu devant t'engages. tout le monde. Là. Bah, il faut. La saison 2, ça sera au rythme d'un épisode par semaine. Voilà. D'accord. Donc voilà, donc il va Tranquille. falloir prendre son temps quand même pour la Voilà. suite. Mais ça se lance assez Mais c'est bien. bien, on y revient à ça, hein, aux épisodes par semaine. Oui, je suis assez On y content qu'on y revient. revienne. Eh moi. oui, on y Ouais, je revient. suis assez content qu'on y revienne. Mais ça aussi, c'est une réflexion d'anciens. Oui, c'est ça. C'est Ouais. comme Perry Mason. C'est bon ça. Et ben justement, un épisode par semaine, c'est aussi la diffusion, le mode de diffusion de la série donc, que j'ai vu là, dernièrement. Début septembre est sortie la saison 2 de The Boys, Ouais. toujours sur Amazon Prime. 8 épisodes prévus pour l'instant, 4. Là, le 5 il est sorti là, mais j'ai pas pu venir, il fallait que je vienne. Oui, ça Faire aujourd'hui. l'émission est sortie. Ouais, c'est ça. Donc, oui, vous pouvez couper le son parce que je vais quand même dire 2-3 trucs dessus. Ah, On a toujours les mêmes personnes aux manettes de la saison 2. ouais. Okay, ils s'éclatent encore plus. Je pense que déjà on avait vu que dans la saison 1 ils aimaient bien casser les codes. Bien sûr ça casse encore plus les codes, notamment avec de nouveaux personnages. Oui. Qui envoient du lourd. Alors, je vais vous mettre une photo, donc spoil pour le coup, parce qu'il faut quand même que je parle de ce personnage qui est, à mon avis, Moi, j'ai pas vu encore. Là, tu peux spoiler la série. Mais attends, je spoil pas, regarde, c'est là, c'est pas ma faute, ils y sont. Donc les 7 qui ont changé, oui. Avec 2 nouveaux personnages, j'en dis pas plus. Et je vais juste parler du personnage de donc la troisième, la fille à côté de Homelander, qui s'appelle donc Stormfront. Et qui est un super personnage, nouvelle héroïne qui intègre la bande des 7 et qui va déstabiliser ce cher Homelander, qui est décidément le meilleur méchant de tout l'univers, je trouve. Il est terrifiant ce mec. Absolument flippant, Incroyable. gênant, malaisant, tous les adjectifs en on que vous pouvez trouver, je pense, qui vont pour Homelander. Pour preuve, cette magnifique l'affiche où on le voit similaire un petit peu au Joker, et je pense que il y a une raison. Ah, ok. Et donc, ce nouveau personnage Stormfront, en fait, c'est une jeune super-héroïne qui va bouleverser un petit peu l'ordre établi, parce que Homelander, il représente quand même l'ancienne Amérique, l'ancienne façon de faire, les anciens super-héros, etc. Et cette fille, elle est d'abord féministe, ensuite féministe, et un peu plus féministe. Et donc, il va pas falloir la faire. Et surtout, elle maîtrise un truc que Homelander ne maîtrise absolument pas, ce sont les réseaux sociaux. Ah, d'accord. Et là, elle va arriver à manipuler les informations. On n'est pas dans la manipulation de masse, c'est pas son super pouvoir. Hein. Je vous dis bien pas ce qu'elle fait comme super pouvoir, ça. Mais elle arrive à avoir des followers. C'est exactement ça, c'est des followers, créer des mèmes, etc. Et ça, c'est génial. Et du coup, elle monte en popularité et elle commence à éclipser Homelander. Ça va vraiment le déstabiliser parce que je pense qu'il ne s'y attendait pas. Donc du côté des Seven, c'est vraiment ce qui se passe, c'est par rapport à ça. Plus Homelander qui est en train de dégoupiller complet, et vu ce qui s'est passé dans la saison 1, oui. Il ne peut que perdre pied parce qu'il ne peut plus se raccrocher à rien. Oui. Et du côté des renégats de l'équipe de Butcher, c'est un peu compliqué pour eux parce qu'ils sont traqués plus que jamais. Et ils ont un petit peu de mal à sortir et à faire des choses parce que c'est un peu chaud pour eux. Et du coup, on les voit un petit peu moins sur ce début de saison. Et autant la saison 1, c'était la saison des renégats et de leur lutte contre les super-héros, la saison 2, elle est plutôt tournée sur les super-héros et
On voit à quel D'accord. point ils sont manipulés, instrumentalisés, et du coup, toutes les conséquences que ça peut avoir sur eux. C'était un peu Voilà. teasé dans la saison 1, tu sentais Ouais. que Voilà. l'entreprise qui Et était derrière, il y a cette beaucoup de corporation-là, choses qui se c'est passent. tous des... C'est les pires, en fait, la Hmm. corporation. De toute façon, dans toutes les séries, les corporations de ce Ouais. style, on voit bien que... Donc, toujours aussi irrévérencieux, toujours aussi fun, toujours aussi sanglant, éclaboussant, énergique au niveau de la musique, de la mise en scène, des répliques qui font mouche. Et quand je vous dis révérencieux, hop, c'est cadeau, voilà. Yes, j'avais vu C'est celle-ci. la photo promo. Donc, voilà, allez-y, c'est vraiment excellent. J'espère que je ne vous ai pas trop spoilé, je pense pas. Non, ça va. Ça va, ça va. Donc, je vous laisse profiter de cette J'avoue, j'ai saison. très hâte de la voir. Hein. Ouais. J'ai pas encore eu le temps, mais j'ai très hâte de la voir. Voilà. Bon, ben, on a fini nos top 12 000. Ben, c'est ça. Top 3. Et ça, c'était que la mise en bouche, parce qu'on a une autre série dont on voudrait vous parler. Donc, bah, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est le Zoom. Tout en légèreté. Toujours. Nous abordons une série. Je ne sais pas ce que m'a fait regarder Kevin, franchement. Où je suis tombée. Je suis tombée à Lovecraft Country. Lovecraft Country, exactement. Et ça fait peur. Ça fait beaucoup peur, ouais. Donc, Lovecraft Country, encore une série HBO, décidément. Encore diffusée sur C'est Kevin qui a un abonnement au CS, donc du coup, il... J'avoue. Non, je l'attendais de pied ferme, celle-ci. Hein. Donc, c'est tiré d'une nouvelle hein, de Matt Ruff. C'est la première saison qui est toujours en cours de diffusion. Elle n'est pas finie. Il y a 6 ou 7 épisodes, là, je crois. Bah, c'est un par semaine. Un par semaine également. Donc, on peut prendre son mal en patience à chaque fois. La série est produite par Jordan Peele, qui avait fait le film Get Out, notamment, et qui est également producteur sur le reboot de la 4ème dimension. Ouais, c'est la star montante de Hollywood. C'est ça. Hein. Moi, je le connaissais quand il faisait encore des bêtises avec Key and Peele, où il faisait des sketchs. Oui, bah oui, oui, il a bien changé. Mais effectivement, donc, pour ceux qui l'ont vu, Get Out, c'est un film aussi un peu fantastique, mais assez engagé quand même, et on va retrouver ça... C'est sa marque de fabrique, hein, de faire des choses exactement, engagées, et c'est une très bonne chose. Donc, la nouvelle, c'est ça, je vous montre un peu à quoi ça ressemble, pour vous donner une idée un petit peu de... Ouais, de Matt Ruff, ouais. Donc, bon, on peut expliquer peut-être expliquer Lovecraft. Hein. C'est vrai que je ne l'ai pas noté, écoute, mais ça me semble un peu évident. Eh ben non, alors je suis désolée, il y a des gens qui, tu vois, qui n'ont pas, à part savoir ce qu'est Cthulhu, je ne sais pas. Donc c'est un la auteur. base, il va me dire c'est la base. Bah, c'est un peu la base, ouais. Mais Donc, les gens, ils sont pas tous... Donc c'est un auteur culte de fantastique, hein, qui a notamment écrit l'Appel de Cthulhu, qui a écrit un peu tout le mythe des anciens. Donc tout le monde s'est un peu inspiré. Notamment l'inventeur du Necronomicon, le livre des morts, qui est repris dans Evil Dead par exemple, et dans tout un tas de films et de séries différentes. C'est considéré un peu comme l'un des grands noms et un peu l'un des précurseurs du fantastique. Donc quand tu le relis maintenant, c'est un peu vieilli au niveau de l'écriture. Hein, donc en gros, tous les auteurs fantastiques, style Stephen King et tout ça, citent... Dès que tu as une histoire d'anciennes, de sectes millénaires, d'anciens qui dorment au fond de l'eau. Avec des capuches et tout ça, c'est ça. C'est Lovecraft. C'est ça. Exactement. Mais Lovecraft, il est aussi intéressant à lire maintenant, parce qu'au-delà de tout ça, tu sens tu te rends compte qu'il y a un énorme sous-entendu très raciste dans l'histoire de Lovecraft. C'est très raciste. Oui. Donc c'est le genre d'auteur qui est intéressant d'étudier parce que c'est quand même un auteur culte qui a écrit des bonnes choses, mais il faut savoir faire la part des choses là-dedans. Oui, une idéologie nazie, hein. Enfin, faut dire ce ouais, bah, suprématie blanche, on peut dire. Voilà, ouais. Bon, après, blanche. C'est quelqu'un qui est vécu un peu dans son époque. Ça ne peut pas trop faire de révisionnisme maintenant parce que c'est un peu une autre époque. Mais il faut quand même garder ça à l'esprit quand tu le lis. C'est vers 1900. Oui, jusque dans les années 30, je crois. Dans les années 30, je crois, Amazing Tales, je crois, c'était les années 30. Donc ça, c'est important à savoir pour la série Lovecraft Country. Je pense que c'est super important pour savoir dans quoi on met les pieds. Dans quoi on met les pieds. Donc, on montre une petite photo quand même de Lovecraft Country. Tac. Tout à l'heure, tu parlais donc des années 60, la question de la ségrégation martiale. Là, on est carrément 10 ans avant, on est dans les années 50. Donc, c'est-à-dire que le mouvement des droits civiques n'existe pas encore. Donc, on est vraiment en plein dans la ségrégation, de tout ce qu'il y a de plus dur et de tout ce qu'il y a de plus sale. Et on va suivre l'histoire de ce personnage au milieu qui s'appelle Atticus Black, qui est avec ici son amie Laetitia, et avec l'oncle George d'Atticus, ils vont partir en road trip à travers les USA pour retrouver le père d'Atticus, qui n'est pas en bon terme. Il faut savoir que le père de George, il écrit un guide de voyage
un guide de voyage pour les Noirs américains pour qu'ils puissent un peu voyager aux États-Unis sans se faire tuer. Parce qu'en fait, c'est ce climat-là. C'est ça. Grosso modo, c'est comme dans l'État. Green Book en fait. C'est exactement comme. C'est dans ça, ceux c'est ce qui que ont vu fait le le film. personnage de Green Book, tout à fait. Savoir qu'il y a des endroits aux États-Unis à cette époque-là, et je pense même peut-être encore un petit peu de nos jours, si tu avais une couleur de peau française, tu n'étais pas le bienvenu. Si jamais il t'arrivait des bricoles, on peut dire que la loi a un peu détourné le regard dans ce qui se passait. Hein. Tu étais un peu livré à toi-même. Oui, oui. Puis on voit dans la série que même la police. La police est un peu complice. est complice. Voilà, ça va parler de ça. Ça va parler de plein de choses. Donc il y a un énorme côté fantastique, hein, Lovecraft oblige. Donc il y a du monstre, il y a du gore, c'est violent, c'est flippant. C'est ça là parce que voilà. On les a montré joli, mais c'est voilà, plus comme ça. Il y a un peu beaucoup de sortes. C'est plus comme ça que. Voilà. Mais là où ça se démarque des autres, c'est que ça va un peu. Déjà, les personnages principaux sont noirs, et ça reste malheureusement encore très rare. Tout à fait. Et comme les personnages sont noirs, tu peux parler d'énormément de choses. Donc, comme c'est dans les années 50, tu vas parler de la ségrégation raciale, un peu de ce racisme d'État qui est instauré. Et tu t'es tellement mal à l'aise où tu te demandes quel est le pire en fait. Est-ce que c'est le monstre aux dents tranchantes qui va t'arracher la tête, ou c'est le shérif qui est capable de te tuer devant tes amis en toute impunité? Oui, bah moi c'est le shérif en fait. C'est le shérif le plus terrifiant. Ce qui a le plus marché sur moi, c'est pas les bestioles en plastique. Hein. C'est les gens. C'est ça en fait. C'est les gens, vraiment. C'est extrêmement flippant. C'est vraiment extrêmement flippant, c'est ça, donc c'est le racisme. Ouais. Pire que tout le monstre. Et en fait, ça va, donc je ne l'ai pas dit, mais il y a des histoires par rapport aux origines un peu d'Atticus et de l'histoire de sa famille. On va avoir toute une histoire autour de ça. Ouais. On va pas trop dire ça. On va pas spoiler, mais ça va un peu tourner autour de ça. Là où c'est très fort, c'est que ça va. Donc c'est vraiment une histoire fantastique. Hein. C'est vraiment dans tout le sens du terme. Il y a la magie, il y a plein de choses. Et ça va réussir à imbriquer ça vraiment dans la question raciale aux États-Unis. Et c'est quelque chose qui n'est pas assez abordé. On n'est pas vraiment dans l'histoire de l'élu. Dans les histoires fantastiques, toujours, tu as l'histoire un peu d'élu qui va devoir réaliser des choses. Mais comme souvent ils sont blancs, ils peuvent se concentrer sur leur histoire d'élu. Mais si par exemple tu es un élu, mais tu as la couleur de peau est français, t'as pas les mêmes embûches face à toi, tu as toujours ton responsabilité. Il faut rien faire en fait. Le moindre chose peut être un obstacle. Tout est un obstacle en fait. Tout est un obstacle à sa réussite. Et du coup, ça a un twist intéressant. Donc on a vu ça un petit peu dans Get Out, qui était un film d'horreur du point de vue des Noirs américains, qui justement arrivait à avoir un twist un petit peu là-dessus. On est encore là-dedans. Les personnages sont excellents. Tous les acteurs sont bons. Moi, en revoyant ça, j'ai repensé à un roman essai qui s'appelait, on en a parlé, American Gods en fait, qui est également un personnage avec une origine un petit peu bizarre, et qui est également un personnage noir également. American Gods n'abordait pas trop, juste, je trouve, la question raciale, et je trouvais globalement que le personnage d'ombre, au Shadow, était assez passif dans American Gods, il subissait un peu les événements, alors que là, le personnage Atticus, lui, est beaucoup plus actif, je trouvais. Du coup, ça le rend beaucoup plus intéressant à suivre. En fait, il est proactif, il va aller de l'avant, il va poser des questions, il va pas bouger tant qu'on n'a pas répondu à ces questions, il s'est pas mené en bateau. Et le personnage de Laetitia est absolument formidable, parce qu'elle, pour le coup, niveau action, elle se laisse pas marcher sur les pieds, peur de rien, elle prend son destin en main, elle a envie de faire quelque chose, elle le fait, et effectivement, elle arrive à s'opposer à des troupes de blancs, là, c'est incroyable, parce que c'est vrai qu'à l'époque, tu avais des quartiers qui étaient blancs, et si tu étais quelqu'un de couleur, tu pouvais pas t'installer là. C'est juste ça, tu as des endroits, des quartiers dans lesquels tu ne pouvais pas aménager. Et elle va un peu se battre contre ça, contre tout un tas de choses, mais c'est vachement intéressant, en fait. Et du coup, c'est vraiment un mélange d'horreur et de commentaires social, en fait, sans tomber un peu dans le côté un peu moralisateur que des fois qui peut arriver. Hein. J'en ai vu un film récemment qui était là-dessus. Là, on n'est pas du tout ça. Ça reste très très divertissant. Si vous aimez le fantastique, les monstres, avoir peur, parce que ça fait peur quand même. J'ai sursauté plusieurs fois certains passages. Avec dans le premier épisode déjà, ça donne le ton direct. Bah, moi ça m'a pas vraiment fait peur en fait le premier épisode. Il y a 2-3 passages quand même où j'étais pas serein. C'est les gens m'ont fait peur. L'épisode 3 aussi, j'étais pas très sûr. L'épisode 3 m'a fait peur. Ouais, l'épisode 3 m'a fait peur. Et alors, le problème avec la série, c'est qu'en fait, on sait pas dans quoi on tombe. Alors là, bon, on vous en parle, donc peut-être qu'on vous indique un petit peu... Mais c'est un truc que j'ai apprécié, moi, justement. Ah, moi, ça m'a déstabilisé.
Mais moi, c'est le côté déstabilisant qui m'a... Ah oui, oui, bah, Parce d'accord. il y a des révélations un petit peu, je vous dis pas quoi, mais il y a des révélations dans l'épisode 2, mais c'est pas comme si on te balançait tout d'un coup et Oui. c'est réglé. On te tease, on te tire sur la corde, on Ouais, ouais, t'amène vers ouais. des trucs, et moi, j'ai aimé ça, en fait. Peut-être parce que je suis un de mec qui aime se poser beaucoup de questions et Peut-être. Ouais. sur la Après, bah, mythologie et tout ça, quand parce je que regarde la fiction. tu es aussi, tu connais le, comment dire, Le mythe de... l'univers de Je Lovecraft et tout connais. ça. Moi, je connais pas. J'ai juste entendu parler de Cthulhu. Je sais ce que c'est, mais voilà, je vois la tête des machins. Mais ah, donc déjà, quand tu commences l'épisode avec la scène là, dans Ah, le la scène là, d'ouverture tu est fais. super chelou. Alors attends, il fallait prendre une pilule avant. On m'a pas dit. Ah, T'es là, tu sais pas. C'est vrai qu'elle est hyper Et chelou. après, donc, ça se passe à peu près normalement. Donc, je rentre dans l'histoire avec cette histoire de recherche de road trip, de recherche du père, voilà, d'essayer d'aller dans des restaurants quand t'es noir et comment tu fais pour te. Voilà, ça, je rentre direct. Et puis après, je vois cette espèce de bestiole. Et ça m'a sorti du truc. Ah ouais. Ah ouais, ouais, les bestioles, je les ai trouvées vraiment. Ah, Non, non, ça m'a pas fait peur du tout. Mais j'ai flippé ma race avec le shérif qui les poursuit. Mhm. Un shérif qui s'appelle Hunter quand même. Oui. Non, Ouais, ils ont ouais. été. Voilà. Et là, j'ai flippé. Bon, après l'épisode 3, il m'a fait flipper. L'épisode Le 3, ouais. fantastique de l'épisode 3 m'a fait flipper. Mais c'est un autre type. Et C'est en un fait, je type me de suis fantastique, demandé ouais. si c'était une histoire qui allait se suivre ou si ça allait être. Ils vont dans un endroit, il y a un truc bizarre. Ils vont dans un autre endroit parce que Un peu anthologique. Ouais, Oui. je pensais à une anthologie en fait parce que je m'attendais pas à ce que. Bah, l'épisode 3, j'ai pas compris en fait la Effectivement, relation. j'ai été surpris par l'épisode 3 parce que Ça faisait un peu. bon, il y a eu beaucoup de... Comment dire, la mythologie avançait énormément à l'épisode 2 et t'arrives à l'épisode Ouais. 3 qui est un peu à part. Tu sais pas quand ça se passe au début, puis il Si parle pas trop si au ça se début. passe après, en fait. Oui, mais tu sais pas exactement combien de temps après. Et après, ils en parlent plus tard, donc moi, j'étais Oui. perdue. Mais bon, Mais, moi, je sais pas, c'est. Il y a des mais choses le qui me côté plaisent et il y a des choses qui me plaisent pas. Moi, j'ai trouvé vraiment ça beaucoup. Moi, du coup, ouais, j'ai aimé découvrir ça au Ouais. fur et à mesure. Surtout l'épisode 2, où t'as vraiment Ah la bah oui, mythologie bah oui, qui oui. avance énormément. Mais voilà, en fait, t'es vraiment dans la peau des personnages où tu comprends pas trop ce qui se passe et t'as des bribes d'informations au fur et à mesure. Mais ça n'essaie pas de trop te cacher des choses. T'arrives à la fin de l'épisode 2, t'as quand même une bonne partie de l'histoire qui t'est révélée. Oui. À partir de ça, ça va avancer après vers d'autres choses. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ce mix parce que l'épisode 2, vraiment, on est dans la mythologie fantastique, en plein dans l'histoire de la ségrégation raciale, de l'esclavage aux États-Unis Non, et mais il y tout. a des choses réussies, je dis pas le contraire, mais c'est vrai que c'est assez bizarre. Je sais pas, c'est un peu déconstruit, je sais pas comment dire, j'ai pas l'impression que ça soit. Décousu, peut-être. Décousu, voilà, décousu. Et puis bon, j'attends de voir la suite, de toute façon, je suis hyper intriguée. Voilà, bah. C'est pas Guigui faux. nous dit l'épisode 2, on dirait une fin de saison, tout à C'est fait. ça. Mais du coup, moi, j'ai trouvé justement que c'était un peu différent de ce que j'avais l'habitude de voir, et du coup, ça m'a plu, je pense. Oui. Après, il y a plein de choses qui sont super intéressantes, à part la beauté des décors, parce qu'on je ne vais pas montrer, mais on a Oui, c'est encore ce une genre on en a beaucoup. de bâtisses. Ils ont des bâtiments de fous, je sais pas comment ils ont fait leur C'est vrai que c'est repérage. très très bien réalisé. Il y a ça, j'en dirais pas plus. Voilà, enfin, le genre de bâtisse et d'ambiance qu'on peut. Et encore, je vous ai mis les photos de jour, je suis sympa. Mais bon, il y a des choses sympas, il y a plein de références à la littérature horrifique Oui, aussi, c'est parce ça, qu'on parle de Lovecraft, exactement. mais il y a aussi plein d'autres Oui, auteurs. t'as des personnages qui citent le Dracula de Bram d'Auteurs, Stoker. ouais. Ils citent le Comte de Monte Cristo Monte aussi. Cristo, ouais, tout à fait. Voilà. Bah oui. Alexandre Dumas était noir aussi, je le rappelle. Oui, c'est vrai. On en parle, on le dit pas assez, mais c'est vrai. Du coup, c'était Donc, intéressant. ouais, franchement, oui, il y a plein de choses bien. Et du coup, j'attends quand même la suite. Moi, j'en suis à l'épisode 4. Du coup, du coup, si tu attends la suite, c'est que ça t'a quand même un peu accroché. Ça m'a accroché. C'est juste que quand je regarde, des fois, je me dis, attends, qu'est-ce que je regarde déjà? C'est assez. Mais bon, et puis les acteurs sont. Les acteurs sont incroyables. Beaucoup, je connaissais pas en fait. Ouais. Mais que j'ai découvert, et ils sont tous bons en fait. Moi, je connaissais l'oncle George, la Courtney Bivens, parce qu'il était dans American Crime Story. Et dans. Ah oui. Et c'est procureur dans New York Section criminelle aussi. Ah, je l'ai pas reconnu dans American Crime Story. Ouais, ah, mais si, c'est lui. Ouais, c'est lui, ouais. Oui, c'est le procureur. Et oui. les autres, moi, je les connais pas. Alors, celui qui joue à Ticus s'appelle Jonathan Majors. Il a joué dans des films, mais. Non, mais il va jouer dans le prochain Ant-Man, je me rappelle, apparemment. La news est tombée cette semaine. Ouais. Du coup, c'est-à-dire qu'elle a tapé dans l'œil. Non, mais voilà, on le remet. C'est un visage à suivre. Et surtout, elle, je suis fan. Journey. Elle a un nom, c'est difficile. Journey Smollett Bell. Ouais. Je suis fan. Franchement, elle est je crois qu'elle est. Non, je sais pas. Elle aurait dû naître à une autre époque, elle. Ouais, son personnage aurait dû naître. Incroyable.
un personnage de femme comme ça, forte, c'est waouh. Enfin, voilà. Donc, écoutez, allez voir, c'est sur OCS. Hein, c'est toujours sur OCS, c'est exactement un épisode par semaine. Donc, voilà. Ouais. Voilà, donc, moi, je vous la conseille quand même. Hein, un peu de gore. Ça sort de l'ordinaire. Ça sort de l'ordinaire, exactement. Ouais. Voilà. Pas... Ouais, si vous aimez le fantastique, et puis peut-être avant la saison 2 de The Haunting of Hill House, même si la saison 2 ne s'appelle pas comme ça. Ça a l'air bien, ça aussi. Ouais. Oh là là. Voilà, peut-être pour patienter d'ici là. Mais... Oui, ça c'est ce que j'attends avec beaucoup d'impatience. Ouais. Donc voilà, eh bien écoutez, nous avons fini, nous avons réussi à tenir notre timing. Tout à fait. Ouais, juste je voulais juste dire un truc, on n'a pas le temps d'en parler, mais aujourd'hui on a appris le décès de Roger Carrel. Oui. J'étais hyper triste. Ouais. J'étais hyper triste. Marqué notre enfance. La voix d'Astérix. C'est 3PO. Il a fait tellement. Dans Il était une fois la vie, Maestro. Enfin, tellement de choses que c'est triste. J'ai trouvé ça super triste. Vraiment, c'est un super comédien qui est parti aujourd'hui. C'était dommage. Moi, je voulais juste le dire parce que ça m'a touché. C'est des trucs comme ça, parfois, des voix mythiques. Et, oui, 93 ans, je crois. Oui, d'accord, mais bon. Ouais. Non, c'était une légende. Hein, c'était une légende. Franchement, tout simplement. Bon, bref, voilà. C'était pour bien prendre l'ambiance à la fin. C'est parfait. Pour le reste, si vous voulez continuer à discuter série avec nous, parce que on parle aussi série entre deux émissions. Donc, sur Twitter, @season1 et @browncoat84. Tu aurais dû faire Perry Mason 84. J'aurais pu faire. Non. Et on a aussi notre chaîne YouTube, YouTube, où vous avez les anciens épisodes. Du coup, ils sont vraiment anciens pour le coup. Ah oui. Ils sont vintage. Donc, quand même pas. Mais plein de recommandations quand même. Ouais. Hein. Vous cherchez des idées de série. Si vous êtes en mal de série ou si vous avez envie de voir autre chose que ce qui se passe à la télé en ce moment, c'est pas. Donc voilà, de toute façon, il y a plein de choses qui arrivent quand même. Maintenant, c'était un peu calme en ce moment, mais ça revient, là, il y a plein de trucs. Donc on aura de quoi faire dans un prochain épisode. On vous donne rendez-vous dans un mois. Dans un mois, oui, c'est ça. On ne sait pas, à peu près par là. En attendant qu'on fasse le plein de séries. Et puis merci à tous de nous avoir suivis. Merci la chatroom. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ouais, c'est ça. Salut. Bye bye.